Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'émission Diaspora. Et cette émission Diaspora, elle est particulière aujourd'hui parce que c'est presque une émission Diaspora spéciale Diaspora. Je reçois Louis Georgetin et Louis Georgetin, c'est le Premier ministre de l'État de la diaspora africaine. Merci Louis-Georges d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que ça veut dire être Premier ministre de la diaspora ? C'est un État qui a été lancé il y a 3 ans et qui a pour but de renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique. Donc comme tout État, nous avons une constitution, un gouvernement, un parlement, des ambassadeurs, des programmes d'action. La différence, c'est que nous sommes un État sans frontières et à l'heure où beaucoup de gens veulent faire partout des barrières, des murs, nous voulons faire plutôt des ponts et des passerelles. Donc, tu es l'homme vraiment de l'émission Diaspora. Hein. C'est une erreur de ne pas t'avoir invité plus tôt. Tu es universitaire, prof de lettres, tu as été président du CRAN, hein, de l'association, le conseil représentatif des associations noires de 2011 à 2017. Et je pense qu'on va déjà dire que tu es martiniquais d'origine. On va voir la carte d'identité de la Martinique. On a déjà reçu des Martiniquais dans cette émission. Région française, département français, et puis on va voir donc peut-être une infographie avec les Martiniquais qui sont connus en métropole. Est-ce que tu, alors évidemment Aimé Césaire, tu les reconnais tous, j'imagine. Bien sûr, oui. Wendy Renard, hein, équipe de France de foot, Kalash pour les plus jeunes, Jocelyne Berroir, évidemment. Quelle relation tu entretiens avec la Martinique? Tu y vas souvent? Oui, au moins chaque année, toute ma famille y est. Et finalement, je suis moi-même la diaspora de la diaspora. Puisque les Martiniquais sont des afrodescendants. Et les Martiniquais qui sont dans l'Hexagone sont des afrodescendants qui ont fait une deuxième migration. C'est l'occasion peut-être que tu nous définisses ta conception. C'est quoi la diaspora pour toi? Oui, l'Union africaine l'a définie de manière claire. Ce sont tous les Africains qui sont en dehors de l'Afrique et qui ont gardé un lien. Donc il y a en réalité 2 vagues de migration. La première qui est liée à la déportation esclavagiste. Et puis une deuxième plus récente. Pendant 3 siècles, 4 siècles. Hein, voilà, et si on compte justement ceux qui ont été déportés vers l'Orient, ça a commencé même beaucoup plus tôt. Hein, il y a des Noirs qui sont dans le Moyen-Orient qui ont aussi été déportés. Donc première vague. Donc une première vague vers l'Est ou vers l'Ouest. Déportation forcée, évidemment. Voilà, migration forcée, déportation esclavagiste. Et puis une deuxième vague plus récente, en gros après-guerre. Et au total, ça fait 350 millions de personnes dans le monde. Il n'y a qu'au Brésil, par exemple, vous avez à peu près 100 millions d'afrodescendants. Aux États-Unis, plus de 40 millions. Donc au total, ça fait une force très importante. Et c'est tout cela ensemble qui a vocation à travailler avec l'Afrique de manière à créer un ensemble panafricain véritablement solide et fort. On va voir ça, Louis-Georges, mais d'abord on va s'intéresser à toi. Tu nous ouvres ton album photo. D'abord là, une photo où tu dois avoir 2-3 ans. On est en 1976. Tu es né en 1974, je peux le dire. C'est ça, oui. En Martinique. Donc, et là, tu as alors photo noir et blanc. Ton premier souvenir d'enfance? Oh là, je ne saurais pas, mais j'avais cette salopette que j'aime beaucoup. J'étais très salopette à l'époque. J'ai changé de style parce que la mode a changé, mais j'aimais bien les salopettes. Et donc, ton premier souvenir, c'est ça. Quand je vois la photo, ça me rappelle ce vêtement que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais il me plaisait bien. On va te faire parler un peu de ta famille. On a une deuxième photo avec des membres un peu de ta famille. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette relation? Tu as une famille qui est connue quand même en Martinique. Hein. Tu es le petit-neveu de Victor. Alors, raconte-nous cette histoire incroyable. Oui, l'ancien maire de Fort-de-France. Oui, c'est un lien très, très lointain. Ouais. Pareillement, on m'a rapproché d'Aimé Césaire, mais c'est un lien par alliance très, très lointain. Donc, non, n'exagérons pas. Donc, tu n'es pas né dans la marmite de l'engagement politique? Non, alors, mes parents étaient des gens très conscients, qui n'étaient pas encartés, qui étaient enseignants, qui sont, voilà, mais qui étaient très conscients. Ma mère, par exemple, qui était prof d'anglais, à la faculté, étudiait le mouvement panafricain. Je me rappelle, elle parlait de Marcus Garvey, je ne sais pas qui c'était, mais je sentais que c'était quelqu'un d'important. Mon père aussi était très impliqué dans le syndicalisme. Donc, on ne m'a jamais donné de leçons en ce sens, mais j'ai eu des exemples. On va voir une photo où tu es en Martinique, hein, je suppose, avec ton adorable petit nœud papillon. Et donc là, l'occasion un peu de là, c'est la première communion.
C'est la première communion. Et donc on est où là, Fort-de-France? Alors on est chez moi, en Martinique, à Des Marignats, dans le sud. Et donc vous voyez, je suis passé de la salopette au nœud papillon. Ouais. Alors tu ne vas pas nous faire juste le commentaire de l'évolution de ton style vestimentaire. Je sens que tu es pudique, mais je ne suis pas un psychanalyste. La photo permet de fois. Alors quelques éléments quand même. Alors un rapport quand même avec la Martinique. Ce que tu disais, bon, ce sont des afro-descendants. Oui. Mais tous les Martiniquais ne disent pas « je suis un afro-descendant ». Il y a quand même une grande question aux Antilles, c'est est-ce qu'effectivement nous sommes des afro-descendants ou est-ce que nous sommes issus d'une culture, issus de l'esclavage? C'est un grand débat dans la société caribéenne. Toi, tu dis « je suis descendant d'Africains ». Oui, parce que c'est un fait. Après, l'identité, on peut la construire de plusieurs façons. Et quand certains disent nous sommes métissés, c'est une évidence. Mais ce n'est pas contradictoire avec le fait d'être originaire d'Afrique. On peut avoir des origines multiples. C'est évidemment le cas aux Antilles. Je crois que Aimé Césaire, pour lequel nous avons un immense respect, a vraiment montré la voie. Et tous ceux qui se sont construits après n'ont pas, à mon avis, contredit Aimé Césaire. Ils ont ajouté. Ils ont dit, eh bien, notre identité, elle est multiple. On est afrodescendants, mais nous avons des ascendances, évidemment, européennes aussi, autochtones pour certains, venant de l'Inde, etc. Donc tout cela fait partie de l'identité. Simplement, à partir du moment où on comprend finalement que cette histoire est essentiellement coloniale, il y a une posture politique que l'on peut adopter ou pas. Et cette posture est celle que j'ai choisie pour ma part, c'est effectivement la question de l'humanité, la question des rapports nord-sud, des rapports de domination, quels qu'ils soient. Et donc j'ai envie de dire que la posture panafricaine, c'est cela. C'est de dire l'Afrique est certes le berceau de l'humanité, mais a été le paillasson de l'humanité, et là encore à bien des égards. Par conséquent, nous pensons avoir un devoir à l'égard de l'Afrique. En tout cas, c'est mon sentiment, et je crois que c'est la Donc direction. ce débat-là, qu'on retrouve quand même beaucoup dans les Caraïbes, c'est un débat pour toi qui est un peu dépassé. C'est-à-dire on peut être à la fois revendiquer des origines multiples, le métissage amérindien, indien, etc., et dire nous sommes des afrodescendants. Absolument, il n'y a pas de contradiction. Diaspora africaine. Dernière petite photo pour te faire parler un peu de tes rapports aussi à l'école. Donc là, on te voit là en bob, donc c'est peut-être plus les vacances qu'à l'école. J'imagine que tu n'allais pas à l'école en bob, non. Mais tu as fait, donc on te retrouve encore en Martinique, donc tu as fait tes études au lycée Schulcher, donc à Fort-de-France, tu as eu ton bac, et ensuite, comme l'émission s'appelle Diaspora, tu vas en métropole. Est-ce que tu peux nous raconter ce passage que font beaucoup de jeunes Antillais brillants qui font leurs études à Schulcher, par exemple, pour les Martiniquais, et qui partent, toi, c'est pour le lycée Henri IV, donc en plein 5e arrondissement. Comment se fait l'adaptation? Parce que c'est quand même un déracinement. Oui, c'est un déracinement qui se passe en fait très bien. Donc je fais 2 ans au lycée Henri IV, je passe le concours de l'école normale supérieure et je suis reçu. Et parce qu'on m'avait dit que ce serait impossible. On m'avait dit que ce serait très difficile, que je serais absolument déprimé, etc., qu'un petit noir ne peut pas réussir à l'école normale. Et donc, j'y suis allé presque en touriste, en fait. Je n'y croyais pas du tout. Ce qui fait que les épreuves, j'y étais préparé. Je me disais, oh, c'est normal, c'est parce que je ne peux pas. On m'a dit que je vais échouer, donc je vais échouer, mais je vais faire ce qu'il faut quand même, parce que je suis là. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas moins bon que les autres, que ça marchait plutôt mieux que pour beaucoup d'autres. Et c'est ainsi que je n'ai pas eu besoin de dramatiser, je n'ai pas intériorisé cette domination. On m'avait prédit un échec normal, et puis j'ai réussi à l'école normale. Voilà. C'est bien dit. On va passer à la rubrique solidaire. Et on parle donc de cette initiative absolument incroyable, un État de la diaspora africaine, avec le Premier ministre qui est sur notre plateau, Louis-Georges Jettin. Qu'est-ce que ça signifie, encore une fois? Vous avez des institutions, vous avez une constitution. Alors ça a été créé à quel moment, cet État de la diaspora? Alors nous avons été invités par le président de l'Union africaine, et c'est lors du sommet de l'Union africaine en 2018 que nous avons lancé cet État.
Et donc, avec l'aide, je crois, du président de la Mauritanie à l'époque, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est lui qui recevait le sommet de l'Union africaine. Et à partir de là, eh bien, nous avons déployé nos activités dans des domaines divers, parce que ce qui est important, c'est évidemment les résultats, en fait. Et oui, donc, quel est le projet? C'est réunir toute la diaspora. Tu disais plus de 300 millions de gens à travers le monde, presque 400 millions. 350 millions. Ouais. Et les réunir et avoir des projets de développement en réalité. Même si je n'aime pas beaucoup ce mot, qui souvent donne l'impression qu'il y a des gens qui seraient développés, puis d'autres qui sont sous-développés. Moi, je dis qu'il y a plutôt des gens qui sont exploités et d'autres qui sont surexploités. Alors, un exemple concret de solidarité, tu dis il y a beaucoup de talents en matière de médecine dans la diaspora, dans les diasporas africaines à travers le monde. Donc, projet de télémédecine, c'est ça, un programme de santé pour l'Afrique, pour rendre à l'Afrique. Oui, en matière de santé, nous avons un programme et le but est de faire en Afrique centrale, au Congo, le plus grand hôpital de la région, qui sera également lié à une faculté de médecine, avec une école de nurse, en fait, d'infirmière, on dit nurse en anglais, avec une école d'aide-soignante, etc. Et il y aura en effet un programme de télémédecine, de manière que les personnes qui sont dans des pays ou des régions un peu éloignées puissent malgré tout bénéficier de cette qualité scientifique. Alors, ça c'est en médecine. En matière d'éducation, nous sommes en train de lancer l'université qui va commencer en septembre de la diaspora africaine et dans laquelle il y a une quinzaine de facultés. Il y a une faculté de sciences de l'espace, nous avons une faculté de cyberfutur. C'est une université numérique ou il y a des lieux physiques? Il y aura les deux. Il y aura à la fois des lieux physiques et en même temps des espaces numériques. Donc il y a l'université, l'école de journalisme, l'université des sciences de l'espace, l'université du cyberfutur. Nous avons une faculté des langues panafricaines. Voilà un peu tout ce que nous ferons. Donc nous avons beaucoup de programmes dans ce domaine. Alors on voit des images pendant qu'on est en train de parler de la monnaie. Alors là c'est le dollar et l'euro, mais vous avez une monnaie, vous avez lancé une monnaie que tu as amenée d'ailleurs sur le plateau. Explique-nous un peu ce projet. Oui, alors cette monnaie s'appelle le Lumi. Lumi comme lumineux, parce qu'elle est fondée sur l'énergie solaire et l'or. Donc on la voit bien avec ce symbole. D'ailleurs sur le dollar, souvent on a des photos de présidents américains qui avaient des esclaves. Là vous avez un esclave marron libéré. Et notre banque centrale est d'ailleurs en Jamaïque, dans les territoires marrons. Et c'est un symbole parce que nous avons tous dans la diaspora et en Afrique des problèmes avec nos monnaies. La mobilisation sur le franc CFA est importante. On sait que le C de CFA au départ, ça veut dire colonie. Et qu'aujourd'hui encore, cette monnaie, elle est faite en France. Donc nous disons, critiquer le franc CFA, c'est bien, le remplacer, c'est mieux. Et donc comment ça peut se concrétiser économiquement, ça? On remplace une monnaie par une autre? Oui, aujourd'hui... Ça veut dire que quand on est membre de la diaspora, on s'échange, enfin voilà, on utilise cette monnaie. Demain, on n'utilise pas d'euros, on utilise ça. Mieux encore. Aujourd'hui, tout citoyen d'Afrique ou de la diaspora peut s'inscrire sur notre site, ouvrir un compte bancaire et recevoir pendant 3 ans l'équivalent de 100 $ en Lumi. Un Lumi vaut 16 $ à peu près. Et donc, vous pouvez, pendant 3 ans, recevoir l'équivalent de 100 $, ça fait 6 Lumi à peu près. Et voilà comment on crée un stimulus, c'est-à-dire un revenu universel d'insertion. Et après, nous avons aussi des prêts à taux zéro pour des personnes qui veulent lancer un business, par exemple. Nous avons tout un projet de financement, du développement, et tout cela grâce à cette monnaie. Et tu nous as apporté aussi un autre élément important, c'est la carte d'identité. Oui, donc je suis afro-américain, ou je suis jamaïcain, ou je suis éthiopien, j'ai une carte d'identité de la diaspora. Voilà, ça. Et on peut avoir plusieurs identités et plusieurs cartes d'identité, par exemple. C'est-à-dire que moi, je suis citoyen français, donc j'ai une carte d'identité de citoyen français, mais j'ai aussi ma carte d'identité d'État de la diaspora africaine, et elle donne accès à un certain nombre de droits socio-économiques. Quand on a la carte, on peut avoir par exemple une certaine gratuité ou des tarifs préférentiels dans nos hôpitaux, dans nos universités, pour l'accès aux prêts, etc. Et puis, j'ai envie de dire, c'est aussi une carte électorale, donc un but politique. Et puis, j'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de spirituel. C'est également un sens, c'est la manifestation du sens d'une certaine appartenance. L'appartenance à un projet collectif qui est lié à une histoire et à un futur. On va voir un petit reportage des actions que vous menez précisément en matière de lutte contre les discriminations. Et là, il s'agit des discriminations contre les Africains en Chine. L'État de la diaspora africaine ne peut que condamner ces attaques régulières et racistes. C'est pourquoi le gouvernement de l'État de la diaspora africaine a décidé d'écrire un rapport sur l'afrophobie
en Chine. Plusieurs autres rapports ont déjà été écrits sur l'afrophobie dans plusieurs pays, comme les USA, le Canada, la France, l'Italie, la Belgique, la Tunisie, etc. Quand la crise sanitaire que nous traversons sera terminée, ces rapports seront remis aux Nations Unies et aux autorités de ces différents pays. L'État de la diaspora africaine remettra également le rapport sur l'afrophobie en Chine aux autorités de ce pays pour que les recommandations puissent être mises en œuvre. Les minorités chinoises sont exposées à des discriminations, ce qui est inacceptable dans de nombreux pays. Les minorités africaines sont aussi exposées à des discriminations en Chine et dans d'autres pays. C'est également intolérable. Donc, lutte contre les discriminations, et vous avez aussi une action dans le domaine des réparations. Hein, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'est un problème essentiel. La réparation est le principe de toute justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Et par conséquent, nous avons lancé une grande campagne depuis pas mal d'années qui a donné des résultats en France, en Belgique, au Parlement européen. En France, par exemple, la loi sur la restitution des trésors coloniaux, oui, qui est très insuffisante, mais qui n'est pas historique, est un résultat de cette campagne. En Belgique, c'est la même chose avec nos partenaires. Au Parlement européen, nous avons fait voter un texte qui demande que les institutions européennes et les États d'Europe mettent en place des politiques de restitution et de réparation. Donc le texte a été voté. Et maintenant, nous discutons avec la présidence du Parlement pour la mise en œuvre avec la Commission. Et nous faisons une grande campagne en juillet à cette occasion. Parce qu'il faut savoir sur la restitution qui n'est qu'un aspect, 95% des trésors d'Afrique sont en dehors de l'Afrique. Ils sont aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique, dans ces musées. Et on n'a pas volé que des objets, on a volé beaucoup d'autres choses. On a volé des vies, on a volé des biens. Des corps, hein, parce qu'on a vu la restitution du grand chef Kanak qui a été restitué par la France il y a très peu de temps. On va te tester maintenant, Louis-Georges, sur un quiz. On va voir si tu connais bien ton histoire du panafricanisme. Donc le quiz en matière de panafricanisme. Des portraits, et donc on va voir si tu gagnes ce quiz ou si tu es destitué de ta fonction de Premier ministre de la diaspora. Non, ça, je n'ai pas ce pouvoir-là. Premier portrait, on va voir cet homme qui... et donc, c'est Blyder. Blyder, Edward Wilmot Blyder, qui est donc l'un peut-être... C'est une des figures en fait, du panafricanisme et qui a beaucoup œuvré à construire le Libéria. Voilà. Et puis, bon, il parlait beaucoup du retour en Afrique. Il parlait du retour. Nous avons un accord de coopération avec le Libéria, d'ailleurs, donc on parle beaucoup de lui, parce que le Libéria est le pays qui a accueilli les afrodescendants des États-Unis, mais aussi de la Caraïbe, qui se sont dit on doit retourner en Afrique et recréer quelque chose. Donc nous avons des événements, nous avons des accords avec le président Weah. Nous allons organiser les Jeux panafricains au Libéria. Deuxième portrait. Donc ça fait 1 sur 1 pour l'instant. Ah, là, c'est Anténor Firmin. Anténor Firmin. Haïtien. Ouais. Et bon, on peut dire qu'il a écrit un ouvrage fondamental de l'égalité des races humaines qui répondait à l'époque à Gobineau. Gobineau, lui, avait fait l'inverse, un texte très raciste. Gobineau, le grand théoricien du racisme. Voilà. Et Anténor Firmin, du coup, le grand théoricien de l'antiracisme. On peut le dire. Le troisième portrait, plus facile. Ah oui, ça c'est le Négus. Voilà, c'est Ménélik, donc c'est le roi d'Éthiopie. Roi d'Éthiopie, alors tu nous expliques l'importance, pourquoi on l'a choisi. C'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Donc l'Éthiopie à l'époque organise une mobilisation internationale. Il y a beaucoup d'Antillais, d'Américains qui vont soutenir l'Éthiopie. L'Éthiopie résiste à l'Italie, au fascisme italien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le siège de l'Union africaine se trouve en Éthiopie. L'Éthiopie n'a besoin de personne. C'était la phrase du Négus. Et 3 sur 3. Alors donc, il me reste une chance pour te coincer. Quatrième portrait. Alors ça, c'est l'aide de camp, en fait. L'aide de camp du Négus, justement. C'est Benito. Donc Benito, Sylvain. C'est ça. Benito Sylvain, qui est en fait le premier, peut-être, ton ancêtre, en quelque sorte, à avoir créé une conférence panafricaine. Oui, il a fait partie des fondateurs de ce mouvement et il a beaucoup écrit pour dénoncer, justement, l'esclavage seconde époque. C'est-à-dire qu'on connaît tous l'esclavage
Côte Noire, dans les Antilles, les Amériques, le Brésil. Mais ce qu'on oublie de dire, et il le dit très bien, c'est que dans la seconde époque coloniale, à partir du 19e siècle, on met en place le travail forcé qui est de l'esclavage déguisé. Donc on a aboli l'esclavage pour mieux le mettre en place. Donc première conférence panafricaine, c'est 1900, et puis il y en aura plusieurs au cours du XXe siècle, et aujourd'hui un Premier ministre. Voilà. Dernière partie à notre émission, ça passe très vite Louis-Georges, on va essayer de te connaître un peu mieux à travers l'interview optimiste. Louis-Georges, quand tu n'es pas engagé à 100% dans toutes ces activités, quelle est l'activité qui te rend heureuse ? Mais honnêtement, que ça travaille à 100%, je dirais, c'est ce job en fait. Ce n'est pas un job, c'est une mission, c'est une passion, j'ai choisi. Donc ça me rend heureux et je ne fais rien d'autre, c'est vraiment... Rien d'autre. Non, vraiment, je sais. Mais je ne me plains pas parce que je suis très très heureux. Je suis peut-être même le Premier ministre le plus heureux du monde parce que nous avons une mission qui nous transcende en fait. On ne fait pas la gestion. Ça me vraiment de créer notre avenir. Le paysage qui te permet de te ressourcer. Quand même, tu te ressources de temps en temps. Est-ce que c'est en Martinique ? Est-ce que c'est... J'ai une passion pour les cascades. Ouais. Je trouve ça très très beau. Oui. Et donc quand je vais en Martinique, j'essaye d'aller dans cette cascade. En Guadeloupe, nous avons de très belles cascades aussi. Donc dès que je vais dans un pays, s'il y a une cascade quelque part, j'essaie d'y aller. Alors peut-être que quand tu vas voir ce paysage de cascade, tu emmènes un livre, le livre qui te rend heureux. Qu'est-ce que tu choisis ? Je ne dis pas que je l'emmène avec moi, mais j'aime beaucoup... Enfin, si on parle de bonheur, ce n'est pas mon livre préféré, mais les Lettres à Lucilius, du philosophe romain, latin, Sénèque. Et donc, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du bonheur, en fait. Et même les philosophies modernes, en général, ne s'intéressent pas beaucoup au bonheur. Elles s'intéressent à la conscience, à la liberté. Et elles ont renoncé au bonheur, et peut-être qu'il y a une incidence sur le bonheur des gens. Moi, je trouve que les philosophies anciennes, elles étaient véritablement liées au bonheur. Donc, on dit souvent que ce sont des eudémonies, c'est le terme grec pour dire la recherche du bonheur. Et du coup, le philosophe romain, Sénèque, écrit de très beaux textes sur la recherche du bonheur. Et quelle est ta définition, pour le coup, du bonheur ? Est-ce que tu la cherches chez Sénèque ? Alors, ce n'est pas chez Sénèque que je la trouve, mais je dirais que, pour moi, le bonheur, c'est contribuer à celui des autres. Parce que être heureux seul, ce n'est pas le bonheur, c'est l'égoïsme. En revanche, contribuer au bonheur des autres, si on peut le faire, que ce soit 1, 2 ou 1000 personnes, ça, pour le coup, ça rend heureux. En tout cas, moi, ça me rend heureux. J'espère que j'ai réussi. Mais quand j'ai le sentiment de faire quelque chose qui nous fait avancer, ça me rend heureux. Alors, tu dis que tu n'as pas d'autres activités que ta mission, mais tu vas de temps en temps peut-être au cinéma. Quel est le film qui te rend heureux ? Alors, je ne vais plus beaucoup au cinéma, surtout avec le confinement, mais il y a un film qui m'a beaucoup touché. Je ne dirais pas qu'il me rend à la fois très heureux et très triste, en fait. C'est Rue Cazenègre. Donc, Rue Cazenègre, Uzan Palsi, qui se déroule en Martinique. D'ailleurs, beaucoup de scènes sont tournées dans ma commune, mais ce n'est pas pour ça que je ne sais pas. Tu rappelles ta commune ? Alors, Rivière-Salée. Oui. Mais Uzan Palsi est une très grande réalisatrice. Il y a eu une rétrospective sur son œuvre au musée d'art moderne. Elle est inconnue en France, c'est une star aux États-Unis, c'est normal. À Cannes, elle présidait le festival il y a quelques années. Elle n'a jamais réussi à percer en France. C'est l'effet du racisme. Mais c'est une figure internationale. Et ce film qu'elle a fait toute jeune, qui a été récompensé dans le monde entier, en Italie, etc., à Berlin, est un film qui est très émouvant. Donc, qui montre l'enfance de Joseph Zobel, parce que c'est d'abord un roman, Rue Cazenègre. Et il y a des scènes très belles, des scènes très drôles. Donc, on voit l'enfance après les colonies, après l'abolition de l'esclavage, mais avec les mentalités coloniales. Moi, c'est un film que je ne peux pas voir sans pleurer, mais il y a aussi des scènes très drôles. Enfin, très touchantes, et c'est peut-être un des plus beaux films sur l'enfance et sur l'école aussi. Absolument. Quelle est ta raison d'espérer ? Alors, je rajoute, quelle est ta raison d'espérer pour la diaspora, puisqu'on est dans une spéciale diaspora ? Alors, je suis très afro-optimiste. C'est-à-dire qu'il suffit de voir d'où on part et ce qui a été fait en quelques décennies pour constater véritablement qu'on est dans la bonne direction. Après, il y a des menaces, évidemment. Le colonialisme en est une, mais qui n'est pas nouvelle. Le réchauffement climatique en est une autre, qui est d'ailleurs liée au modèle capitaliste colonialiste. Ce qui fait que les gains qui ont été obtenus depuis 20 ou 30 ans peuvent être effacés par le réchauffement climatique. Un exemple simple, dans beaucoup de pays d'Afrique il y a 30 ans, dans les villes, il n'y avait pas d'eau parce qu'il n'y avait pas les tuyaux.
Donc on avait de l'eau dans les rivières, mais on n'avait pas les tuyaux pour les amener jusqu'aux villes. Aujourd'hui, on a les tuyaux pour amener l'eau, mais il n'y a plus d'eau parce qu'il y a la sécheresse. Donc vous voyez, mais je trouve malgré tout que la dynamique, elle est fondamentale. Il y a une dynamique évidente. On a de plus en plus de démocratie en Afrique, contrairement à ce que les gens croient. On a de plus en plus, enfin, on a des taux de croissance très importants. On a des réussites exceptionnelles. On a des universités, des hôpitaux. Et je pense que véritablement, l'avenir du monde est en Afrique. C'est même une banalité de le dire aujourd'hui. Afro-optimiste à 100%. Absolument. Et on termine toujours cette émission par ta chanson préférée. La musique, le texte qui t'accompagne. Moi, je suis fan de Je suis sûr que c'est forcément quelque chose d'engagé, j'en suis sûr. Oui, évidemment. Mais je suis fan de négro spirituel, en fait. Ouais. Et donc, quand j'aime beaucoup ce chant, qui était un des hymnes du mouvement afro aux États-Unis, We Shall Overcome. We shall overcome. We shall overcome. Nous réussirons. Voilà. Et nous y sommes déjà. Et Jeanne Besse qui rivalise avec ta voix. Je ne vais pas rivaliser avec elle. On termine. Impossible. Merci beaucoup Louis-Georges d'avoir accepté, Monsieur le Premier ministre, si je peux dire, avec Jeanne Besse et Michel Overcome. Merci à tous.